Concernant l'adolescence, très souvent on peut lire sous la plume de chercheurs que l'adolescence serait née au XIXe siècle avec l'apparition de la scolarisation de masse. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en réalité, finalement, les figures littéraires de l'adolescence apparaissent bien avant et qu'un certain nombre de discours qu'on voit aujourd'hui apparaître dans les médias ou dans les ouvrages scientifiques sont des représentations des adolescents qui sont séculaires et qui datent même d'avant la Révolution française. L'adolescence serait donc née au début du XIXe siècle, plutôt courant du XIXe siècle, parce que jusqu'au XIXe siècle, on n'avait pas une massification de l'instruction qui faisait qu'on aurait eu des cohortes de jeunes adolescents dans les collèges et les lycées. Et c'est vrai qu'à partir de 1881, et un petit peu avant en réalité, on voit apparaître une massification des jeunes entre 12 et 15 ans qui sont encore à l'école, et ce qui fait que peu à peu, l'idée d'une nouvelle classe sociale, une classe adolescente, naît avec l'idée qu'elle a ses particularités, sa manière de concevoir la vie, etc. Et donc l'idée la plus répandue est que l'adolescent est finalement une figure sociale qui a été complètement construite au XIXe siècle et surtout qui a été développée sur le plan scientifique au XXe siècle. Et effectivement, un certain nombre de scientifiques, psychanalystes, psychologues, médecins vont écrire abondamment sur l'adolescence au XXe siècle. Encore aujourd'hui, dès qu'on parle d'adolescents et de maladies, alors qu'il s'agisse d'addiction aux jeux vidéo, à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, qu'il s'agisse de désordres psychiques, de maladies mentales, on parle beaucoup des adolescents et on a très peur pour nos adolescents. Et l'idée en fait que l'adolescent vivrait une crise incontournable, que forcément il serait mal dans sa peau et il vivrait un certain nombre d'émotions très violentes qu'il n'arriverait pas à canaliser, est une idée en réalité beaucoup plus ancienne qu'elle ne paraît. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, dès le Moyen-Âge, des récits qui mettent en scène des adolescents, et ce qui est très frappant, c'est que finalement les adultes considèrent les adolescents depuis très longtemps comme des individus qui souffrent de lacunes. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître dans les récits du Moyen-Âge, c'est que les adolescents maîtrisent mal la parole. Alors on a Perceval qui en dit trop ou pas assez. Ils ont aussi une conduite qui n'est pas assez normée, qui n'est pas assez cultivée au sens de la culture et de la politesse sociale. Donc ce qui fait que l'image des adolescents à canaliser est en fait très ancienne. Et elle travaille en profondeur les imaginaires depuis très longtemps. Et peu à peu, on voit apparaître dans la littérature différentes figures de l'adolescent qui vont peu à peu s'additionner. Donc au Moyen-Âge, on a cet adolescent qui maîtrise mal la parole, qui se situe mal, qui a besoin d'une initiation sexuelle, contrairement aux idées reçues. On a dans les récits du Moyen-Âge une initiation où on commence d'abord par le flirt avant de pouvoir concrétiser son amour de façon érotique. Au XVIIe siècle, on voit apparaître un discours médical sur l'adolescence, c'est tout à fait nouveau, où on commence à imaginer que les adolescents ont des maladies particulières, des maladies qui sont à eux, qu'à eux d'une certaine manière. Et donc peu à peu, à l'adolescent un peu difficile à canaliser, on a aussi maintenant l'adolescent malade. Et puis, les siècles continuent à s'égrener, et on va avoir l'image de l'adolescent qui se rebelle contre toutes les autorités. Et cette addition de ces images, c'est-à-dire un adolescent qu'on a du mal à canaliser, un adolescent qui a des maladies particulières et un adolescent qui se révolte et qui est capable de violence, eh bien, toutes ces images-là vont s'additionner et se concrétiser au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, on va avoir plus de mutineries et de révoltes en
quelques décennies dans les collèges, dans les écoles, qu'on en a eu pendant plusieurs siècles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la forme scolaire la plus classique au XIXe, c'est encore le pensionnat. Et dans ces pensionnats, le climat est tout de même assez violent. Et la violence exercée contre les enfants est encore très, très réelle. Malgré le fait que Napoléon avait interdit les violences physiques, les sanctions corporelles, la tradition, les usages font qu'on continue d'être assez violent avec les enfants. Mais la grande différence tout de même, c'est que 1789 est passé et qu'on a déclaré tous les individus égaux en droit. Ce qui veut donc dire à terme que les enfants aussi devraient avoir des droits. Et donc on a comme ça un frottement très important entre l'univers très dur des collèges, il suffit de lire les auteurs pour voir qu'ils ont des souvenirs d'enfance un peu durs, et en même temps l'affirmation quand même que tous devraient avoir les mêmes droits. Et puis au XXe siècle, on a donc ce discours scientifique sur les adolescents qui continue. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a des imaginaires qui sont beaucoup plus anciens qu'on ne le croit, et on a, de façon régulière, une dénonciation de l'adolescence de la part des adultes, par exemple sur leur violence. Alors on a les Apaches au début du XXe siècle, les blousons noirs dans les années 60, on parle maintenant des jeunes de banlieue, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'interroger sur pourquoi ces représentations perdurent. Elles prennent différentes formes, mais elles continuent. Ça veut donc dire que les adultes regardent les adolescents avec une certaine méfiance. Je pense au film, par exemple, Les Beaux Gosses, qui est un très joli film sur les adolescents, et on nous les montre un peu ingrats, malhabiles. C'est un film qui est plutôt gentil vis-à-vis des adolescents, mais qui montre bien que finalement les adultes ont du mal avec les adolescents, et c'est peut-être parce que, au plan imaginaire, les adolescents, c'est la génération de demain. Et on leur renvoie aux adultes leur propre finitude, le fait qu'il va y avoir une génération après eux qui va s'emparer du monde, et que eux, peu à peu, sont évidemment sur la génération déclinante. Le rapport au corps est par exemple quelque chose qui est très frappant entre les adultes et les adolescents. C'est-à-dire que l'enfant, finalement, dans l'imaginaire, appartient aux parents, à sa famille, et donc on soigne son corps, mais peu à peu, ce qui apparaît à l'adolescence, c'est ce qu'on appelle le phénomène pubertaire, c'est-à-dire l'idée que les corps se transforment et vont pouvoir être fertiles. Et du coup, le corps de l'enfant échappe à ses parents, et c'est souhaitable d'ailleurs, et peu à peu, il va pouvoir accéder à une sexualité adulte. Et il y a des crispations très fortes vis-à-vis des adolescents par rapport à cela, et c'est pour cela que ce qui est intéressant, c'est que ça prend différentes formes selon les époques. Avant, on avait très très peur des grossesses non désirées pour des questions morales et religieuses. Aujourd'hui, c'est plutôt autour d'une réflexion sur les sexualités déviantes ou sur la peur de maladies sexuellement transmissibles. Le sida a été évidemment très important à ce niveau. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est que finalement, le plus difficile peut-être pour les adultes, c'est d'admettre que les adolescents accèdent à la liberté de leur propre corps, le droit d'en disposer comme ils l'entendent, et donc du coup aussi d'avoir un corps fertile et objet de désir. Depuis le Moyen-Âge, l'adolescence intéresse les adultes. Contrairement à ce qu'on peut parfois croire, il n'y avait pas d'âge automatique qui basculerait l'enfant directement à l'âge adulte dans les sociétés occidentales. En réalité, il y a beaucoup d'aménagements qui permettent de justifier un entre-deux entre l'enfant et l'homme, et c'est cette période qu'on va progressivement nommer l'adolescence. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les récits médiatiques d'aujourd'hui, on voit apparaître ou réapparaître des représentations qui sont en réalité très anciennes, à la fois concernant la violence supposée des jeunes, mais aussi leur capacité de déviance, les risques qu'ils sont pour eux-mêmes et pour la société.